Nous, on va parler de Lambda. Donc, Lambda, c'est un service, donc Amazon Web Services. Yes, donc c'est ça. Donc, voici un peu comment ça va se dérouler. Donc, déjà, je vais me présenter très rapidement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Amazon Web Services, je vais présenter rapidement aussi. Parler vite des évolutions qu'on a eues ces dernières années autour du cloud computing. Et derrière, parler bien sûr de Lambda et faire une petite démo. Donc, moi, c'est Jean-Luc Semedo. Donc, je suis ingénieur cloud et DevOps chez IT for Life. Donc, vous pouvez visiter le site internet. Notre site, c'est www.itforlife.org. Donc, je suis certifié donc, Kubernetes en tant qu'administrateur, donc CKA, certifié AWS, donc Solutions Architect. Donc, du coup, vous pouvez me retrouver facilement sur LinkedIn, hein. Et sinon, voilà, j'ai deux adresses mail sur lesquelles voilà, vous pouvez aussi me contacter. Sinon, bon, j'ai un background de développeur, hein, donc je fais beaucoup de backend development. Donc, principalement sur des technologies Python, Node.js et autres. Donc, c'est quoi Amazon Web Services? Donc, Amazon Web Services, c'est une plateforme cloud, hein. Donc, c'est une plateforme cloud qui est très connue parce qu'au fond, c'est la plus complète et la plus largement adoptée dans le monde, hein. Donc, je vais pas refaire l'historique, mais tout vient de Amazon, donc des services Amazon, donc des data centers de Amazon qui, sur certaines périodes de l'année, comme par exemple celle-ci où on est en décembre, les gens achètent énormément. Donc, les serveurs sont très occupés. Et il y a des périodes de l'année où ils étaient moins occupés. Donc, du coup, je pense que c'est de là que l'idée leur est venue. Durant les périodes de l'année où voilà, les serveurs étaient moins occupés, de les voilà, mettre en location ou en tout cas de les mettre à disposition de développeurs pour que ces développeurs-là puissent profiter derrière de la puissance de calcul du géant américain. Et c'est de là qu'est né Amazon Web Services. Donc, aujourd'hui, Amazon Web Services propose plus de 200 services donc, qui sont euh, répartis dans plusieurs data centers dans le monde entier. Donc, sur tous les continents, on a des data centers. En Afrique, on en a un euh, en Afrique du Sud. Yes, c'est ça. Sinon, on a des millions de clients hein, dans certaines startups les plus dynamiques au monde, de très grandes entreprises, des agences étatiques fédérales qui l'utilisent pour réduire leurs coûts, gagner en agilité et bien sûr innover plus rapidement. On a Netflix, hein, Netflix qui est hébergé chez AWS. Et on a beaucoup de services cloud qu'on utilise comme Dropbox, par exemple, qui avait démarré sur AWS, leur service. Et donc, du coup, pour avoir accès à tout ça, vous pouvez aller sur aws.amazon.com et voilà, créer un compte, euh, commencer à l'utiliser. Quand vous créez un compte, pendant un an, vous avez des réductions sur tous les services. Par exemple, les services de machines virtuelles ne sont pas totalement gratuits, mais en tout cas, l'utilisation est gratuite jusqu'à un certain délai. Donc, si vous savez bien les utiliser, genre, vous ne payerez rien quoi, pendant une année. Donc, du coup, c'est très avantageux et il y a beaucoup de services qui sont pas très chers. Mais il ne faut pas oublier d'éteindre les serveurs quoi, lorsque vous ne les utilisez pas parce que c'est du cloud. Donc, la facturation se fait à la minute. Donc, du coup, parfois, il y a des surprises. Ça, c'est un petit graphe de Gartner, donc en 2021, qui compare un peu les cloud providers qu'on a dans le monde. Donc, en quatre lots, je dirais. Donc, on a les challengers d'une part, les leaders, ceux qui sont dans un marché de niche et les visionnaires. Et quand on regarde tout ça, on voit qu'au niveau des leaders, on en a trois. Donc, on a AWS, bien sûr. On a Microsoft. Microsoft a un cloud qui s'appelle Azure. Je pense que tout le monde connaît, ou en tout cas, ont déjà entendu parler. Et on a Google aussi, qui a Google Cloud Platform ou GCP. Donc, ce sont ces trois qui sont en tout cas les plus utilisés dans le monde.
Et pour Gartner, hein, chaque année, ils mettent AWS devant parce que au fond, c'est la plateforme leader. Donc, AWS dans le monde, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont des data centers un peu partout, hein. Ils ont des data centers un peu partout. Donc, bien sûr, en Amérique, c'est là où se trouve la majorité des clients, la majorité des grosses boîtes qui l'utilisent. En Europe aussi, on a plusieurs régions. Donc, Amazon Web Services fonctionne région et Jean-Luc, regroupe il y dans a le des data coupures. center. Yes. Il y a des coupures. Allô? Oui, c'est bon maintenant. Ah, il y a des Bon. coupures, hein. Bon, ok. Là, c'est ok, vous m'entendez? Ou sinon, je change de réseau. Allô? Alors oui, c'est bon. Tu peux C'est continuer. ok, hein. D'accord, ok. Donc, Amazon Web Services, comme je le disais, euh, dans son architecture globale, est divisé en ce qu'on appelle donc des régions qui sont des zones géographiques regroupant donc plusieurs data centers. Et les data centers, eux, sont regroupés en petits sous-ensembles qu'on appelle des availability zones. Donc, euh, on peut se dire, par exemple, qu'une availability zone, c'est un data center et que, par exemple, à Dakar, on a trois availability zones. On en a une euh, aux Almadies, une autre au Plateau, une autre à Diamniadio. Et la région de Dakar, donc c'est elle qui a ces trois availability zones. Et ce que Amazon Web Services fait, c'est que ces availability zones sont isolées, donc chacune d'entre elles, et chacune utilise donc une alimentation qui est différente. Par exemple, on mettra les Almadies sur la Sénélec, on trouvera une source d'énergie différente pour Diamniadio, une autre pour le plateau. Et elles seront connectées, bien sûr, avec de la fibre, mais avec une connexion qui est redondante au cas où l'une tombe, l'autre ne va pas tomber, ainsi de suite. Donc, essaie de les rendre les unes indépendantes des autres au cas où, par exemple, il y a un tremblement de terre ou en tout cas l'une des availability zones brûle comme ce qui s'est passé chez OVH l'année dernière, que les autres ne soient pas impactés. Et derrière, voilà, nous offrir toute la force que le cloud nous donne en termes de haute disponibilité, en termes voilà, de facilité pour la scalabilité de nos applications et autres. Bien sûr, derrière, pour la reprise d'activité et voilà, arriver en cas d'incident. Donc, c'est une plateforme qui est très, très, très puissante et voilà, qui permet de régler beaucoup de problèmes. Donc, très rapidement, donc ça, c'est quelques services qu'on retrouve hein, comme étant voilà, ceux qu'on utilise le plus. Bon, en tout cas, je dirais pour moi, donc on a les EC2, donc les EC, excusez-moi, les EC2, ce sont les machines virtuelles. Donc, les serveurs, ce qu'on a l'habitude d'appeler serveurs ou les VPS chez OVH et autres. On a Amazon RDS, qui est le service de base de données relationnelles. Donc, c'est un service qui offre voilà, tout ce qui est base de données relationnelles. Donc, on a un service MySQL, un service Postgres, on a un service SQL Server, on a voilà, toute cette panoplie de services comment dire, base de données relationnelles Oracle. Et on a un service, Amazon a aussi un service base de données relationnelle qui lui appartient, qui s'appelle Aurora, aussi qui est, yes, ok. Aurora qui est, voilà, qui est un service Amazon ouais, qui ressemble beaucoup à MySQL, mais qui a des spécificités particulières. Il y a un service qui s'appelle Direct Connect, qui est un service qui permet à toutes ces entreprises qui ont déjà une infrastructure de serveurs chez elles, mais qui veulent avoir une redondance dans le cloud, ou en tout cas utiliser certains services du cloud sans pour autant lâcher leur infrastructure locale. Avec Direct Connect, on permet derrière de virtualiser tout ça et de profiter donc de certains avantages du cloud tout en ayant son infrastructure en local
Amazon EBS, c'est le service de block storage pour Amazon. Voilà, le block storage, vous avez votre VM, vous avez besoin de 200 gigas de disque. Voilà, vous créez un volume EBS et derrière, vous montez ce volume-là sur votre VM. Amazon S3, qui est aussi très connu, l'un des premiers services de Amazon, de AWS, c'est le service de stockage de fichiers. Donc, vous pouvez stocker. Donc, on dit que le stockage, il est illimité. Donc, vous pouvez stocker des fichiers, des images, des vidéos, même des sites Internet, hein, donc des sites web statiques. D'ailleurs, la démo que je ferai, ce sera ce que je vais faire. Donc, c'est un service qui est très utilisé. Je pense que tous les développeurs en général connaissent S3. Voilà. Même ceux qui n'utilisent pas forcément AWS l'utilisent parce que voilà, il est très simple d'utilisation et permet de faire des choses assez extra. Et très rapidement, on a un service de load balancing. Route 53, c'est le service Amazon pour le DNS, donc achat de nom de domaine, gestion DNS, bref, il offre un service super cool pour derrière faciliter beaucoup de choses, les redirections suivant les adresses IP, bref. Peut-être je pourrais faire un jour une présentation dessus pour vous montrer, mais ça permet de faire beaucoup de choses, hein. Donc, juste au niveau DNS, faire des redirections sur certains serveurs pour des clients se trouvant, par exemple, en Afrique, d'autres se trouvent en Europe. Donc, des redirections au niveau application, bien sûr. Amazon VPC, qui est le service de création, par exemple, d'un réseau privé cloud. Donc, vous avez votre entreprise, vous voulez isoler donc, vos services. Vous êtes sur le cloud, bien sûr, mais vous voulez isoler tous vos services. Donc, vous créez un cloud privé, donc avec tout ce que ça implique en termes de droit d'accès, en termes voilà, de routage et autres. Donc, ça, c'est VPC qui le fait. Elastic IP pour derrière avoir des adresses IP voilà, pour nos services. Donc ça, c'était quelques exemples de services. Il y en a des centaines, hein. Bref. Donc, allant dans tous les domaines. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais allant dans tous les domaines de l'IT. Donc, que ce soit nous qui faisons du web development, du mobile development, ceux qui font de l'analyse de données, ceux qui font du machine learning, ceux qui font de l'IoT, quel que soit le domaine d'expertise dans lequel vous êtes au niveau IT, AWS a des services qui répondent derrière à vos besoins. Même au niveau réglementation, et je pense que c'est même à ce niveau qu'ils sont très, très forts. C'est-à-dire que parfois, on développe des solutions, mais au niveau réglementaire, on a des challenges qui nous sont imposés pour le stockage des données, pour le cryptage de ces données en transit at rest, c'est-à-dire durant le stockage. Bref, il y a beaucoup de contraintes qui nous sont données, des challenges. Je pense que ceux qui bossent sur des gros projets pourront en parler, hein. Il y a des masters super, super expérimentés dans ce domaine qui sont là, qui pourront en témoigner. Donc, ils sont des gros challenges pour nos entreprises, mais que derrière, avec le cloud computing, on arrive derrière à très facilement relever ces challenges-là parce que tout est déjà fait derrière pour anticiper sur la réglementation et l'utilisation d'un service ou d'un autre permet déjà parfois de prendre en compte ces challenges, quoi. Donc, on n'a qu'à utiliser et profiter derrière voilà, de cette force-là. Donc, un petit historique donc, du cloud computing. Donc, en 2000, donc avant les années 2000 ou jusqu'en 2000, bon, moi, je n'étais pas encore développeur, mais en tout cas, ce qu'on dit, c'est qu'il était très difficile de provisionner donc, des data centers, des serveurs. C'est-à-dire que quelqu'un développe son application et veut l'héberger quelque part, mais veut avoir à disposition donc, un serveur pour y héberger son application. On dit que, genre, en général, entre la commande et la livraison, ça pouvait prendre jusqu'à 6 mois. Donc, genre, commencer de 15 jours à 6 mois pour faire une commande d'un serveur et il est mis à ta disposition. Genre, en tout cas, c'est pas instantané. Tu dois faire une demande, attendre que le serveur soit à disposition pour l'avoir. Donc, c'était quelque chose qui était très difficile. Donc, dans la littérature, donc, comme je l'ai dit, j'ai vu des gars qui disaient que ça tournait souvent entre
10, 15 jours à 6 mois. Donc, je me demande un peu en Afrique comment ça se passait. S'il y a des gens qui bossaient, par exemple, chez Sonatel durant ces périodes-là, en tout cas, qui avaient ces challenges, ce serait bien qu'ils puissent nous dire. Mais en tout cas, c'était très challengeant hein, en ce temps-là. Et après, il y a eu, en 2006, Amazon qui a commencé qui a lancé son service, donc EC2, ici tout. Donc, c'est le service de machines virtuelles, donc qui a été un game changer hein, dans notre domaine. Donc, ce qu'Amazon a permis de faire, c'est la mise à disposition donc, de machines virtuelles à travers une ligne de commande. C'est-à-dire que vous avez votre terminal, vous lancez une requête très simple, et automatiquement, ça a changé beaucoup de choses hein, dans le paradigme et voilà, l'agilité des équipes tech. Et après, voilà, d'autres plateformes ont suivi, se sont mises aussi dessus. Mais voilà, ça a été quand même, 2006 ça a été l'année, en tout cas, avec l'apparition de EC2, le début, en tout cas, de tout ce qu'on a aujourd'hui en termes d'innovation dans le cloud. Donc là, en ce moment, on parlait donc d'infrastructure as a service. Donc, l'infrastructure, ce n'est pas nous qui la gérons, mais c'est le cloud provider. Nous, on paye juste voilà, l'utilisation que l'on fait. Donc, après ça, il y a eu donc, les plateformes as a service qui ont vu, qu'on a vu naître. Donc, les plateformes as a service. Donc, on n'a plus forcément à gérer donc, derrière, parce qu'au niveau infrastructure as a service, on met à disposition donc, la machine virtuelle. C'est à nous de gérer les patchs et autres. Mais avec les plateformes as a service, on a juste à, voilà, à mettre notre runtime, notre application pour qu'elle fonctionne. Mais bien sûr, derrière, on doit tout le temps aussi gérer l'infrastructure. Bon, pas la gérer en tant que mise à jour et autres, mais bien sûr, on est facturé pas à l'utilisation, mais en tout cas à la mise à disposition donc, de ces infrastructures. Et vers les années 2013, les technologies donc, de containerisation sont nées avec Docker, bien sûr, qui ont rendu en tout cas les choses un peu plus simples dans la façon de déployer nos applications donc, qui sont packagées donc, dans des conteneurs et qui sont très, très vite déployés. Et en 2015, on a eu donc un nouveau paradigme qui est le serverless. Donc, comme son nom l'indique, donc c'est un paradigme sans serveur. Donc, bien sûr, il y a des serveurs derrière, mais sans serveur parce que euh, euh, le développeur, ou en tout cas celui qui upload son code, il ne s'occupe plus derrière voilà, de l'infrastructure. Il y a l'abstraction, on fait totalement abstraction de l'infrastructure. La seule chose qui nous intéresse, c'est le code qu'on envoie. Et derrière, la redondance, la scalabilité, des choses qui ne nous intéressent mais absolument plus. Plus on a de requêtes automatiquement, plus, en tout cas, le cloud provider il nous garantit que derrière, quel que soit le nombre de requêtes, on aura des réponses. Et donc, du coup, la seule chose qui nous intéresse à ce niveau, c'est notre code source. Et donc, c'est là que Lambda arrive parce que Lambda est une technologie serverless. Donc, comme je viens de le dire, Lambda is a compute service donc, that lets you run code without provisioning or managing servers. C'est-à-dire que vous allez uploader votre code. Je n'ai pas voulu traduire en français, c'est la documentation officielle hein, pour ne pas briser le sens des mots. Mais je pense que voilà, tout le monde pourra se retrouver. Mais c'est simplement dire qu'avec Lambda, donc on a bien sûr une puissance de calcul qui est mise à notre disposition. Mais derrière, ce n'est pas à nous de gérer donc, comment dire, le provisioning de cette puissance de calcul-là, ni la gestion de ces serveurs, donc la mise à jour et autres. Donc nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est notre code. On upload notre code et derrière, lui, se charge de tout le reste. Et donc, du coup, Lambda, lui, permet de gérer donc, cette haute disponibilité, hein, la haute disponibilité de notre infrastructure. Donc, on n'a plus derrière à se mettre à architecturer en tout cas notre plateforme pour prendre en compte voilà, des incidents qui peuvent arriver ou des pics qui peuvent survenir à un moment ou à un autre. Donc, tout ça est géré donc,
par le provider. Et dans les services qu'il offre, lui, à son niveau, on a la partie Server and Operating System Maintenance. Donc, comme je l'ai dit tout de suite, donc, quel que soit le code qu'on upload, derrière, on ne s'occupe plus de savoir, voilà, quel est l'operating system qui est en train de tourner, quelle est la version, est-ce qu'il y a des security issues. Donc, ce n'est plus notre problème. Donc, c'est le cloud provider qui s'en charge. Derrière, le provisioning de la capacité. Donc, on a besoin de combien de mémoire, on a besoin de combien voilà, de ressources. Ce n'est plus notre problème. La scalabilité se fait de façon automatique. C'est une mise à disposition qui est faite. 1 million de requêtes, c'est 1 million de mises à disposition. Donc, tout est automatique. Et derrière, on a bien sûr donc, du monitoring qui est mis à notre disposition pour voir un peu comment les choses se passent. Et bien sûr, du logging pour voilà, troubleshooter parfois s'il y a des problèmes. Et avec Lambda, vous pouvez, lancer du code hein, pour n'importe quel type d'application, qu'elle soit front ou back. Hein. Et derrière, Lambda supporte plusieurs langages de programmation. Donc, ce n'est pas tous les langages de programmation qui sont malheureusement supportés, mais en tout cas, la plupart des langages sont supportés par Lambda. Et du coup, la grosse force de Lambda, c'est que contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'on a nos applications qui tournent, et derrière, même quand on n'utilise pas les serveurs, malheureusement, on est facturé. Avec Lambda, ce n'est pas le cas. Avec Lambda, vous n'êtes facturé que lorsque vos fonctions sont appelées. C'est-à-dire que vous uploadez votre code source. Si votre fonction Lambda, elle n'est pas appelée, vous n'êtes pas facturé. Donc, la facturation, elle est dépendante derrière de deux choses. Donc, je vais revenir dessus après. C'est l'exécution de l'appel de vos fonctions, bien sûr, et le temps d'exécution. Donc, si genre vous mettez votre code dessus et pendant un week-end, vous n'avez pas du tout d'appel, donc vous n'êtes pas du tout facturé, ainsi de suite. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est super, super intéressant, hein. Super intéressant pour beaucoup de use cases qu'on retrouve, et même pour des applications. Oui, on retrouve, si vous faites des recherches, vous verrez qu'il y a beaucoup de sites web. Il y a le site web A-Cloud Guru, qui est une plateforme qui offre des formations sur le cloud et autres. Eux, leur plateforme, elle est sur Lambda. Et c'est un truc qui est très utilisé. Et ils disent qu'ils ont fait énormément d'économies en passant sur ce modèle-là. Parce que derrière, il n'y a aucune facturation si l'application n'est pas utilisée. Et derrière, comme je l'ai dit, au niveau optimisation, c'est top, quoi, parce que s'il y a scalabilité, s'il y a scale-up, en tout cas, lui, il suit automatiquement. On dit que Lambda, voilà, scale automatically. Donc, et ça, c'est top comme truc. Après, au niveau des use cases, hein, on peut en citer quelques-uns. Donc, c'est une liste non exhaustive. Donc, vous pouvez faire du data processing. Hein, donc, en utilisant Lambda, si vous avez, par exemple, je donne un exemple. Hein, là, j'en ai donné deux. Donc, on a S3. Je donne un petit exemple. Supposons que vous avez des images, vos utilisateurs qui uploadent des images ou des vidéos sur S3. Mais à chaque fois qu'un utilisateur upload une vidéo, vous devez faire un traitement, par exemple. OK? Le traitement, ça peut être, par exemple, la création de GIFs, les petites vidéos là, que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. Dès qu'un utilisateur upload une vidéo normale, vous, derrière, vous avez un mécanisme pour créer un GIF. C'est un use case qui est très simple qu'on peut faire avec Lambda. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer un trigger. Donc, on va dire à S3, à chaque fois qu'un utilisateur upload une nouvelle vidéo, tu vas déclencher ma fonction Lambda. Et la fonction Lambda, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement aller récupérer cette vidéo, faire le traitement qu'il faut pour la transformer en GIF et la remettre sur S3. D'accord? Ça, c'est un use case qui est très simple qu'on peut faire avec Lambda. On peut faire la même chose avec des données qui sont en base. Dès qu'on a une nouvelle donnée qui est envoyée en base, créer un trigger pour faire un petit traitement. Et derrière, voilà, ça permet de faire des choses très rapidement comme ça. Faire du data, comment dire, faire du processing de données streaming, par exemple, qui sont dans Kinesis. Kinesis, c'est un peu l'équivalent de Kafka.
sur AWS. Et il y a aussi un service Kafka sur AWS. Et derrière, l'autre chose qui peut intéresser donc, les développeurs que nous sommes, c'est nos backend services. Donc, on peut derrière faire utiliser Lambda pour développer nos backends. Donc, supposons qu'on veut créer des API. Avec Lambda, on peut créer des API très simplement. Des API restent très vite. Hein. Et derrière, comme je l'ai dit, on profite derrière de tout ce qui est scalabilité, performance et bien sûr sécurité. Donc, les langages qui sont supportés par Lambda, les voici. Donc, aujourd'hui, on a Node.js, Python, Go, C#, Java, Ruby et PowerShell qui sont supportés. Donc, si vos applications tournent sur ou en tout cas, si vous envisagez de développer ou de coder sur ces langages-là, vous pouvez opter pour Lambda ou mettre votre code. Et ça marche très simplement. Donc, on a nos fonctions Lambda que l'on crée donc, en utilisant ces langages que je viens de vous présenter. Et d'un autre côté, on a ce qu'on appelle des event sources. Donc, les event sources, ça peut être, ils peuvent être divers. Hein. Donc, ça peut être, par exemple, un changement d'état dans une base de données ou en tout cas dans un stockage particulier. Ça peut être une requête qui a été faite sur un endpoint, d'accord? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une API qu'on a mise à disposition. Vous faites une requête, automatiquement, voilà, ça trigger une Lambda function. Et voilà, ça peut être aussi des changements qui peuvent être faits sur certaines ressources, en tout cas sur l'état de certaines ressources, de certains services qu'on a. Donc, à vous derrière d'imaginer des use cases, en tout cas d'avoir votre architecture et derrière d'imaginer des changements d'état ou des triggers qui peuvent être déclencheurs, en tout cas d'une fonction Lambda. Donc, la fonction Lambda, elle va faire le processing et derrière pourra après aussi activer d'autres choses, pourront derrière répondre à une requête HTTP, envoyer une réponse par exemple, ou stocker des données dans une base de données, ou derrière envoyer un mail ou envoyer un SMS, déclencher un appel. Bref, à vous de voir suivant derrière ce que vous voulez faire. Donc, au niveau du pricing, c'est très cheap, hein, c'est super cheap et ça dépend aussi de la région AWS. Donc là, par exemple, nous qui sommes au Sénégal, je pense que la région la plus proche de nous, c'est celle de Paris, donc qui est apparue, je pense, vers 2018. Moi, j'utilise celle de Londres, principalement sur mes services, parce que quand je commençais, il n'y avait pas encore la région Paris. Mais bref, la région Paris, voici un peu le pricing sur Lambda. Donc, le premier million de requêtes donc, que vous faites sur votre fonction Lambda vous coûtera donc 20 centimes hein, en dollars. Donc, comme vous le voyez, c'est très, très cheap. Hein. Et après, derrière, suivant aussi, comment dire, la capacité ou en tout cas la mémoire utilisée par votre fonction. Donc, il y a du 0,000, je ne sais plus, en tout cas par gigabyte d'utilisation. Donc, Amazon était, comment dire, si je ne me trompe pas, précurseur dans ce domaine donc des Function as a Service. Donc, voilà, donc c'est bien ça, hein. Donc apparu donc, en 2014. Et après, on a bien sûr les competitors qui se sont mis aussi sur le même truc, donc en 2016 avec Azure et Google. Et quand on compare le pricing, donc on voit bien que Azure, ils ne sont pas fatigués. Ils ont copy-paste le même pricing model. OK, on a exactement la même chose. Donc, les premières millions, donc, ouais, c'est ça, les premières millions de requêtes sont free et après, ça coûte 20 centimes par requête. Donc, c'est exactement ça. Donc, les premières millions sont free. Pour GCP, c'est les 2 premières millions sont free et après, ça coûte 40 centimes voilà, par requête. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Sinon, après, on peut faire une petite démo rapidement pour clôturer. C'est OK, on peut enchaîner. Hein? Il y a des questions? Bon, je pense que tu peux continuer. Hein. Super. Donc,
la petite démo qu'on va faire, c'est qu'on va créer une petite fonction lambda, d'accord? Une petite fonction lambda qui, à chaque fois qu'on va lui faire une requête, va nous renvoyer un petit message. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc d'un autre côté un petit site web, donc avec une petite page HTML, d'accord? Qui, elle, va présenter donc un petit bouton sur lequel, dès qu'on clique, la requête elle est faite à lambda pour récupérer le message renvoyé par cette fonction, pour afficher le message sur la page HTML. Donc, c'est un petit exemple très simple, mais en tout cas qui peut être très, très révélateur hein, sur ce qu'on peut faire avec Lambda, donc sur des architectures microservices. Donc, je vais vous montrer rapidement. Donc là, je suis sur mon compte AWS. Là, vous voyez bien mon écran. Hein? Je vois que l'écran est en pause. Oui, c'est bon. OK. Donc là, je suis sur mon compte. Là, nous voyons la présentation. Ah, d'accord. OK. Attendez, je vais basculer. OK. OK. C'est bon. Donc là, je suis sur mon compte AWS. Et donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, Amazon, lui, c'est plus de 200 services. Hein. Donc, sur tout ce que l'on fait, hein. Donc, si c'est de la puissance de calcul ou des conteneurs qu'on veut héberger, du stockage, de la base de données, si on veut faire des migrations, donc de la mise en réseau, je pense que, bref, ça couvre un peu tous nos use cases. Donc, nous, aujourd'hui, on va bosser sur Lambda. Donc, je vais partir sur le service Lambda. Donc, comme vous le voyez ici, je suis sur la région Londres. Donc, je vais peut-être changer de région, partir sur la région Paris. OK, donc là, je suis sur la région Paris. Et je vais créer une petite fonction Lambda très vite. Donc, quand on crée une fonction Lambda, donc, euh, Amazon, lui, nous donne comment dire, plusieurs options. Hein. Moi, ici, je vais utiliser l'option from scratch, donc démarrer de rien du tout. Donc, je vais donner à ma fonction un nom, par exemple, DRB demo. Ensuite, je vais choisir derrière mon runtime. Donc là, je vais lui dire que je vais coder en Python, par exemple, 3.9. Mais comme vous pouvez le voir, derrière, on a du Java, bien sûr du Node.js, on a du Ruby, voilà, on a du Go, on a du .NET. Et après, je vais définir ce qu'on appelle un rôle. Donc, les rôles, pour ceux qui n'utilisent pas Amazon, donc les rôles, c'est comme des permissions, d'accord? Donc, un rôle, c'est un paradigme qui permet derrière de donner à ton service des droits sur d'autres services, d'accord? Donc, supposons que tu as Lambda qui veut accéder à S3 pour récupérer des fichiers ou des vidéos. Donc, tu dois créer un rôle, d'accord, qui permet à Lambda, à Lambda, à un service Lambda d'accéder à ce bucket sur S3. Et derrière, quand tu as ce rôle-là, tu l'attaches donc à ta fonction Lambda pour que cette fonction Lambda puisse profiter de de ce rôle-là, donc de ce droit. Donc, je vais créer un petit rôle pour vous montrer comment ça marche. My DRB role. Donc, je vais lui donner juste un petit rôle, même si on ne va pas l'utiliser. Donner un petit rôle là. Autorisation microservices simple. Et si c'est bon, je pense que, OK, je peux créer ma fonction. Donc là, il est en train de créer ma fonction. Donc là, il l'a créé. Donc là, on a notre fonction qui est créée. Et derrière, Amazon voilà, nous met à disposition cette UI-là qui est assez sympa, dans laquelle on a un petit IDE où on peut écrire notre code, d'accord? Là, je lui ai dit que c'était du Python, donc automatiquement, il me crée une fonction Python, un module Python là, et là, j'ai une petite fonction là, d'accord, qui est très simple, d'accord. À chaque fois que vous l'appelez derrière, bon, je vais la tester là.
à chaque fois que vous l'appelez elle vous renvoie ici hello, hello from Lambda. Et moi, j'ai un petit code que j'avais prévu pour ça. Je vais simplement le chercher, mais je ne sais pas trop comment partager tout l'écran automatiquement. Il me demande tout le temps une fenêtre. Bon, on va faire ça. Bon, Donc là, il faut sélectionner le desktop. d'accord, attends, je vais voir ça. Il faut sélectionner Le bureau, desktop 1 ou bureau 1. Le Ah, bureau. d'accord, ok, ouais, desktop, ouais, je fais ça. Voilà. Ok, donc là, donc à chaque fois donc, que ma fonction lambda elle est appelée, donc je renvoie ce petit objet JSON donc avec un status code donc pour dire que tout est OK. Ici, dans les headers, bien sûr, j'active le Corse. Et derrière, dans le body de ma réponse, je renvoie DRB members. Donc, je vais mettre un hello DRB members. D'accord? Donc, à chaque fois que l'on fait une requête donc, à ma fonction, donc ce que je fais derrière, c'est que je lui envoie un hello DRB members. Donc, OK. Donc, ça, c'est fait. Je peux déployer ma fonction. Donc, ma fonction, elle a été déployée. Tout est OK. Donc, maintenant, il faut derrière dire, en tout cas, avoir un trigger. Donc, vu que c'est une fonction, il faut derrière qu'on définisse donc, les déclencheurs de cette fonction. Donc là, je vais créer un petit déclencheur. Donc, le déclencheur que je vais utiliser, c'est un service qui s'appelle API Gateway. Donc, pour ceux qui connaissent les architectures microservices, donc c'est l'API Gateway hein, que l'on retrouve là. Donc, on a un service API Gateway sur Amazon qui permet de le faire. On n'a pas à le coder nous-mêmes. Et donc, du coup, là, on a deux types. Vu que ici, c'est une petite API que je veux créer, on en a deux types. Donc, on peut créer une API REST ou sinon, on peut rester sur du très simple, hein, une API HTTP. Donc, je vais pas mettre de sécurité. Donc, on voit bien que je peux mettre un mécanisme JSON Web Token, mais je ne vais pas le faire. Et derrière, bon, je vais peut-être faire le partage de Corse pour éviter certains problèmes qu'on peut avoir et ajouter derrière ma fonction. Excusez-moi, mon trigger. Donc là, j'ai mon trigger. Et quand je viens là, automatiquement, vous voyez que Amazon met à notre disposition, donc ici, une URL. Donc, dès que j'ai créé donc mon API Gateway, automatiquement, Amazon, lui, a mis à disposition donc, une URL pour moi. Et ça, c'est voilà, AWS. Excusez-moi. Et du coup, donc, dès que j'exécute ou bien dès que je clique sur le lien, vous voyez automatiquement que le trigger, il appelle ma fonction lambda automatiquement. Et il me renvoie bien mon hello DRB members. D'accord? Donc, ça, c'est mon URL. Donc, ce que je fais à ce niveau maintenant, c'est que je vais créer une page web. D'accord? Je vais créer une page web. Je vais vous la montrer. Donc, j'ai créé ces deux fichiers-là. Donc, index là, vous voyez bien VS Code. Hein? En tout cas, je suis sur VS Code. Donc là, j'ai deux fichiers. J'ai index.html et error.html. Et mon index.html, il est très simple. Hein. Donc, c'est un petit, voilà, c'est juste une petite page où j'affiche AWS Lambda, d'accord, comme titre de niveau 1. Et je mets un petit bouton, OK, où je mets cliquer ici. Et dès qu'on clique sur le bouton, on a une petite fonction JavaScript euh, qui est exécutée, d'accord? Et quand cette fonction JavaScript est exécutée, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle fait une requête get, d'accord? Sur notre comment dire, sur notre endpoint. Donc, le endpoint que je vais mettre, ce sera l'endpoint qui a été créé sur API Gateway. Donc, je le copie à ce niveau. Je mets mon URL. Donc là, je lui dis simplement, fais-moi une requête sur cette URL et ensuite affiche-moi ce qu'il t'a renvoyé. D'accord? Après, oui, on ne va pas forcément l'utiliser, mais j'ai voilà, prévu un petit error.html au cas où. D'accord? Donc, ça, c'est mes deux pages web. Donc, ces deux pages web, je vais les héberger donc, sur S3. Donc, S3 qui est le service de stockage
donc, de Amazon et qui permet de stocker des sites web statiques. Hein. Donc là, je suis sur S3. Donc, S3, c'est un service global. Hein, d'accord? Donc, je vais créer ce qu'on appelle un bucket ou un compartiment en français. Donc, je lui donne un petit nom. Je vais lui donner le nom démo DRB. Yes, démo DRB. D'accord? Je vais rester sur la région parisienne. OK? Et derrière, je vais rendre ce compartiment public. Hein. Donc, par défaut, il est privé. Donc, là, comme vous le voyez, tout est bloqué parmi les accès. Donc, là, je le rends public. Là, on me fait un petit warning pour me dire que voilà, votre bucket pourra être privé. Comment dire, public. Je dis que oui, j'en suis conscient. C'est bon. Je vois que tout est OK. Je peux créer mon compartiment. Donc, mon bucket. Donc là, il va me créer un bucket très rapidement. Donc, mon bucket, il est créé. Je suis à l'intérieur. Et derrière, dans mes propriétés, je vais simplement dire à AWS ou à S3 en tout cas que ce bucket-là, je veux en faire, comment dire, un bucket d'hébergement de site web statique. D'accord? Donc, j'active simplement l'option, euh, excusez-moi, hébergement de site web statique. Donc, il me demande quel est le document index de ton site web. Je lui dis bien sûr que c'est un fichier qui s'appelle index.html. En cas d'erreur, il faut m'afficher le fichier qui s'appelle error.html. Je le valide. Tout est OK à ce niveau. Et donc, la seule chose qui me reste à faire maintenant, c'est de charger mes fichiers. Donc, je vais charger mes deux fichiers. Donc, je vais aller les trouver rapidement. Est-ce que je les avais mis d'ailleurs? Yes, ils sont là. OK, donc les fichiers, c'est index.html et error.html. OK, je les upload. Là, ils sont en train d'être chargés et automatiquement, là, on voit que les fichiers sont bien chargés. OK, je vais fermer cette vue. Et derrière, je vais les rendre publics hein, pour qu'ils puissent être, voilà, qu'ils puissent être, comment dire, être vus par tout le monde. Donc là, il me faut l'action make public. Les interfaces changent tellement. Là, je suis en train de chercher un peu Ce n'est pas comment le rendre déjà public. public? Pardon? Est-ce que ce n'est pas déjà Non, public? j'ai rendu le compartiment public, mais après, au niveau de chacun des objets, il faut que je le Ok, rende public, ça en fait. mérite pas directement du compartiment. Ouais, c'est ça. Bon. Apparemment, il est OK. Bon, on va l'utiliser là directement. Donc là, quand je clique sur mon fichier, donc il est là. Ah, tu as arrêté le partage. Ah bon? Excusez-moi. OK, donc là, mon fichier, il est là. Donc, comme vous pouvez le voir ici, S3 met directement à ma disposition parce que dans mes configurations, je lui ai dit que je voulais faire de ce, comment dire, de ce compartiment, en tout cas un compartiment d'hébergement de sites statiques. Donc, automatiquement, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc si je ne le rends pas public, vous avez vu là, il me dit que j'ai un access denied. Hein, d'accord? Donc, il me faut le rendre public ou sinon, vu que c'est moi qui ai créé, vu que c'est moi-même qui ai créé le compartiment, j'ai les droits dessus. Donc, il y a un lien qui est mis à ma disposition pour pouvoir derrière voir le site Internet. D'accord?
Donc là, il y a une petite autorisation. Peut-être d'ici la fin du truc, je pourrais la retrouver. Mais dans les actions là, il y a quelque part où je peux la rendre publique. Et vous, chez vous, vous pourrez, comment dire, vous pourrez accéder à ce fichier. Bon, je vais avancer et tout à l'heure, j'essaierai de retrouver ça pour ne pas bloquer un peu la présentation. Donc là, le site web, il est là. Donc, il est sur demodrb.s3. Voilà, derrière le sous-domaine Amazon S3. Donc, S3. Donc, derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un Hello AWS Lambda, donc comme titre. Et lorsque je clique dessus, derrière, il récupère donc derrière ce fameux Hello, vous vous rappelez tout à l'heure, donc Hello DRB Members. Et derrière, c'est ce qu'il me met là. D'accord? Il rajoute simplement la réponse qui a été renvoyée par Lambda, parce que celle-ci a été renvoyée par Lambda. Hein. Donc, je peux juste faire une petite modif là pour la rendre un peu plus nice. Donc là, je vais enlever peut-être ce petit hello là. D'accord? Je vais simplement l'enlever. Je vais re-uploader ce code. Il est bon, je le charge. OK. Là, je réactualise ma page. Donc, cette fois-ci, j'ai juste AWS Lambda. Et lorsque je clique dessus, cette fois-ci, il me renvoie Hello DRB members. Donc, on voit très bien que genre, on arrive à découpler notre architecture. On a un front qui fait appel donc à un autre service. Là, c'est un service Lambda. Et donc, dès qu'on clique sur ce bouton, on active un trigger qui, lui, derrière, exécute notre fonction et nous renvoie la réponse. Hein. Donc, après, derrière, comme je l'ai dit, vous pouvez imaginer beaucoup de petits use cases comme ça. Et il y en a un autre sur lequel je voulais aller pour la démo, mais bon, je me suis dit que ce serait un peu long et compliqué pour ceux qui n'ont jamais jamais touché à des services AWS de suivre, mais je vous explique un peu le concept. Ici, il y a un service sur Amazon qui s'appelle Poly, donc Amazon Poly. Poly, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comment dire, du text-to-speech. Donc, c'est-à-dire que on va mettre un petit formulaire sur une page web qu'on va stocker sur Amazon S3. Et à chaque fois qu'un utilisateur vient, donc choisit une langue pour l'accent, OK, tape un texte, il clique sur Play, automatiquement, on a un service Lambda qui, lui, derrière, va récupérer ce texte-là, d'accord, va utiliser le service Poly pour créer un fichier MP3, d'accord. Donc, comment dire, pour faire du text-to-speech, prendre le texte et le transcoder pour qu'on puisse avoir de la parole. Donc, en suivant derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, la langue qui a été choisie par l'utilisateur. Et lorsqu'on a ce fichier MP3 là, on met ce fichier MP3 dans un compartiment S3, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. D'accord? Donc, on a une fonction lambda pour convertir, comme je l'ai dit, le texte en audio et une autre fonction lambda qui va prendre donc ce fichier MP3 et va le mettre dans un compartiment S3. Et du coup, à chaque fois que la personne tape un texte, à la fin, on lui renvoie un petit lien sur lequel il clique pour tomber donc sur son fichier MP3 où derrière, il a un son, quoi. Donc, on peut s'imaginer derrière, supposons par exemple des artistes sénégalais qui mettent à disposition leur voix et n'importe qui peut venir taper un joyeux anniversaire et automatiquement, voilà, on a un service qui peut rapporter de l'argent, un développeur qui est à Dakar, quoi, très facilement. Donc, yes, donc ça, c'est toute la force de ce genre de service. Donc, moi, ma présentation, elle s'arrête là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut échanger. Et comme je l'ai dit, hein, je suis sur Twitter, sur tous les réseaux, donc n'hésitez pas. Yes, merci beaucoup, guys. Ok, merci Jean-Luc pour cette présentation. Je pense qu'il y a deux questions sur le chat. Mohamed et Soleiman Sidibé, vous pouvez activer votre micro. Mohamed. Alors, bonjour, merci Jean-Luc. Moi, ma question, c'était pour savoir pour la sécurité. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait le JWT
Et par exemple, si dans notre application, on voulait faire du auth, est-ce qu'il est possible en fait de le faire avec du Lambda? Oui, c'est possible. En fait, la sécurité de tout à l'heure, c'était au niveau API Gateway. Donc, c'est pour le trigger là qu'on utilisait. Donc, il vient par défaut avec du JWT. Maintenant, c'est pour la partie haute, comme tu le dis, il faut aller plus en profondeur, donc au niveau de ton architecture, quoi. Donc, on va pas juste, ça va dépendre de ce que tu veux faire, vérifier est-ce que c'est vraiment ce trigger-là qui est le bon. Est-ce que c'est un API Gateway que tu vas utiliser? Parce qu'on a d'autres types de triggers. Et maintenant, c'est dans cette liste de triggers-là, suivant le use case spécifique que tu veux utiliser, que tu feras ton choix, quoi. Mais il y en aura qui vont supporter, bien sûr, du OAuth. Mais pour l'API Gateway, lui, de la façon dans laquelle il fonctionne, nativement, il ne supporte que le JWT. Après, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que avec Lambda, vous pouvez uploader non seulement du code, mais aussi vous pouvez uploader un runtime. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un langage de programmation qui n'est pas supporté, ou en tout cas, vous avez de la customisation que vous faites pour que votre application fonctionne, vous pouvez uploader un runtime. Donc, il y a une façon de le faire. On peut même aller plus loin en uploadant des images Docker. Ça, c'est possible aussi. Donc, vous avez une exécution qui est faite dans une image Docker. Derrière, Regarde, je n'ai pas préféré du tout. allô? Moi, je voulais que vous posiez. Il y a un micro allumé là. Donc, je disais que on peut aller plus loin en uploadant même donc des images Docker. Donc, vous avez une image qui exécute donc à la réception d'une requête quelque chose. Donc, vous pouvez derrière uploader une image. Amazon a son registry de conteneurs. Donc, derrière, automatiquement, à chaque appel, il l'exécute. Mais c'est en résumé, juste pour dire, hein, Mohamed, que suivant le use case que tu as, derrière, le plus dur, c'est d'architecturer ton truc et d'utiliser les bons services. Donc, on ne se bloque pas sur là, j'ai utilisé API Gateway, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres triggers qu'on peut utiliser. Et derrière, bien étudier ton architecture pour pouvoir derrière répondre à ton use case. Super, merci. Super. Suleiman? Oui, Jean-Luc, non, moi, ma question, c'est plus côté outils. Je t'ai vu tout à l'heure faire un upload de fichiers et créer des choses, des buckets et tout ça. Je pense que ça doit exister, hein, mais est-ce qu'il y a un outil en ligne de commande où tu peux faire tout ça facilement? Oui, Ok, oui, oui. super. Merci beaucoup pour la question, Suleiman. Effectivement, en fait, et c'est ça toute la force de nos outils cloud, hein. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai utilisé ce qu'on appelle la console. Donc, là, j'ai utilisé la console AWS. Donc, c'est ça, la console AWS, c'est cette interface-là, comme tu l'as dit, où je peux donc créer mes fonctions, uploader moi-même, donc avec des boutons, faire du upload de mes fichiers. Mais ça, c'est l'utilisation basique, hein. Mais derrière, Amazon a deux autres choses qui permettent de rendre son utilisation beaucoup plus intuitive pour les développeurs. C'est la CLI, donc l'interface de commande, et le SDK. Donc, c'est deux choses qui sont super, super, super top. Peut-être je vais vous montrer. Donc, il y a le AWS CLI, je pense qu'il est installé sur ma machine. Non, qui n'est pas là. Si, il est là. Donc, c'est la AWS CLI. Donc, avec cette commande-là, avec cette ligne de commande, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. D'accord? Vous pouvez utiliser toutes sortes de services. Donc, là, je vais faire AWS Help. Là, tout ce qu'on fait au niveau de la console, on peut le faire ici directement en ligne de commande. C'est-à-dire que même l'upload de fichiers que je viens de faire, il y a un AWS espace S3. Je peux faire un put donc, de mes fichiers. Donc, en une seule ligne de commande, lui, il le fait. On peut créer un bucket à partir d'une ligne de commande très vite. On peut créer une machine EC2 très, très vite à partir d'une ligne de commande. On peut provisionner une base de données relationnelle, RDS, DynamoDB, très vite, juste en utilisant donc, cette ligne de commande-là. Comme tu peux le voir ici, donc ça, c'est tous les services qui sont disponibles, hein, avec la ligne de commande. Donc, si je continue, là, tu vois, il y a
il y a du code commit. Code commit, c'est l'équivalent de GitHub sur AWS, donc l'équivalent de GitHub, GitLab et autres. Donc, je continue. Hein. Vous allez voir, il y a tous les services. Donc là, regardez, il y a EC2, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est le service de machine virtuelle. Donc, tu peux l'utiliser derrière pour mettre à disposition une machine virtuelle. Je vais descendre rapidement pour vous montrer S3. Donc, il est là. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi derrière pour accéder derrière à S3. Donc, si je me rappelle bien, c'était AWS S3. Donc, je vais mettre un help là pour vous montrer. Donc là, comme tu le vois, donc il y a AWS S3. Derrière, on a un petit truc qui nous montre un peu comment dire, les options qu'on peut avoir. Donc là, on peut, comme tu le vois ici, le LS, c'est pour lister, donc, par exemple, tous les buckets que j'ai sur mon compte. Là, par exemple, MB, c'est pour créer un nouveau bucket. Sync, c'est pour synchroniser ce qui se trouve sur le bucket et ce qui se trouve dans mon répertoire comment dire, courant, ainsi de suite. Donc, en résumé, c'est juste pour dire que tout ce qu'on fait sur la console, on peut le faire en ligne de commande. Et ça, c'est toute la force. Hein. C'est toute la force de ces outils cloud-là. Et bien sûr, derrière, il y a des SDK aussi qui permettent de rendre la chose encore beaucoup plus simple. Ok, super, merci. Et j'allais même poser une question juste après ça. J'allais dire, il y a sûrement des gens qui ont pris avantage de ça et qui ont créé des outils au-dessus. Et il y a Oui, bien sûr. quelqu'un en dessous, je pense qu'il y a Terraform qui te permet de faire des choses Exactement, directement. Ouais. de provisionner une infrastructure. Après, Ok. AWS a aussi son outil a aussi son Terraform à lui, qui s'appelle CloudFormation. Ah, ok. Donc, yes, c'est ça. Donc, Mais eux, ils ont créé des outils et des API, et ils ont les API pour les API, quoi. pour leurs Ok, API à eux, exactement. Mais après, comme tu le dis, on peut effectivement utiliser Terraform pour provisionner. Et ça, c'est possible. Et c'est ce que moi, je fais ok, personnellement. C'est ce que super. moi, je fais personnellement. Et oui, c'est ça. Et comme tu Donc, le pour dis, nous, hein, ouais. il y a des startups qui ont créé des couches au-dessus de ces couches-là pour derrière offrir des services qu'on utilise nous sans savoir que derrière, c'est sur du AWS. Ouais. Il y en a beaucoup. Et on pourrait là s'asseoir à faire une discussion sur plein de services qu'on utilise. Et vous verrez derrière que c'est du S3. C'est dans du S3 qu'ils stockent au fond les fichiers, non pas de web server. C'est sur S3 qu'ils le font. Bref, beaucoup de choses sont faites à partir de ces SDK et de ces lignes de commande là, oui, effectivement. Merci. Salut tout le monde. Super présentation, Jean-Luc. J'ai juste une petite question. J'ai utilisé un tout petit peu le serverless system. Je ne suis pas très back-end, la plupart d'entre vous le savent. Ma question, c'est quel est particulièrement downside des serverless? Si je dois expliquer, c'est quel genre d'application tu ne peux pas faire avec AWS Lambda ou les autres systèmes serverless. La dernière fois où j'ai essayé d'utiliser un système serverless, j'ai été confronté à un problème. Je voulais faire une application qui utilisait des WebSockets et la limitation, c'était que, si j'ai bien compris en tout cas, c'est que les Lambda ne peuvent pas avoir une connexion qui dure plus de 15 minutes. C'est exactement ça. Voilà, donc ça veut dire pour toutes les applications qui font socket, streaming par exemple, je ne pouvais pas utiliser les lambda. Je ne sais pas si j'ai bien compris ou pas ou si tu as peut-être une explication plus claire. Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la partie facturation, en fait, ils font attention à deux choses. Donc, c'est-à-dire le nombre de requêtes que tu envoies, donc le nombre d'appels que tu fais sur ta fonction et le temps que ta fonction, elle prend pour s'exécuter. Donc, c'est sur ces deux choses qu'ils mettent l'accent. Et le timeout, comme tu l'as dit, par défaut, il est de 15 minutes. Donc, si je me rappelle bien, 900 secondes. Donc, c'est exactement ça. Si l'exécution de ta fonction, elle prend plus de 900 secondes. Lambda, c'est pas ce que tu dois utiliser. Après, c'est comme ce que je disais à Camara tout à l'heure. Donc, c'est sur des use cases très spécifiques hein, qu'on utilise un service ou un autre. Mais comme tu le disais, en général, moi, les use cases
que je vois, c'est les use case très back-end où c'est du traitement que l'on fait. En général, c'est du traitement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Quand j'ai envie de faire du traitement, que ce soit récupérer des données quelque part, les modifier, ou en tout cas mettre à disposition une API, ou voilà. La plupart du temps, c'est du traitement que moi, je pense à l'utiliser. Parce que pour moi, il est fait pour... Parce que c'est un outil compute, donc c'est pour faire du calcul, c'est pour faire du traitement. Donc après, voilà. Comme tu le dis, sur du WebSocket où tu as besoin de connexion durant un temps spécifique entre tes systèmes, je ne pense pas que ce soit l'outil qui permette ouais, vraiment de répondre à ce besoin-là. Ouais, merci. Merci beaucoup. Ah, je t'en prie. Merci à toi, le PJ. Ça me fait penser à une autre question. Il a parlé des autres providers de serverless. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un moyen de dire, OK, je fais mon truc serverless, mais qui marche partout? À moins que, bon, je pense que tu as parlé de Docker, donc ce serait sûrement un truc comme ça, c'est ça? Il n'y a pas un moyen où tu sais que tu peux le lancer sur AWS ou demain sur Google Cloud ou demain ou n'importe où. Si, Ça si. n'existe pas, Si, ça. si. Si, OK. bien sûr, ça existe. Après, c'est au niveau architecture. C'est au niveau architecture. Moi, je ne l'ai jamais encore expérimenté, mais je connais beaucoup d'entreprises qui le font, qui, du genre, essaient d'être indépendants d'un seul cloud Voilà, provider. c'est ça. Du genre, au lieu d'avoir tous leurs services qui tournent uniquement sur AWS, ils sont multi-cloud. Donc, par exemple, ils ont un service, par exemple, de base de données qui est sur AWS. Le service de machine virtuelle, lui, est sur GCP. Certains services de traitement, par exemple, pour faire du serverless sont sur Azure. Après, ils trouvent le moyen, en tout cas, de faire communiquer tout ça. Donc, après, c'est juste au niveau architecture. Il faut juste avoir des solutions architectes qui sont super bons. Moi, je ne suis pas encore à ce niveau parce que je maîtrise pour le moment que AWS. Bon, je fais du GCP en entreprise. Mais comme je l'ai dit, je n'ai pas encore expérimenté cette façon de faire. Donc, multi-cloud, arriver voilà, à orchestrer une même architecture sur différents cloud providers. Après, c'est sûr Ouais. que la gestion, c'est un gros Après, casse-tête, mais c'est Après, la possible. question, Il y en a qui c'est le font, il aussi, y en a qui le font. est-ce que ça a du sens si tu utilises un seul outil, par exemple ici, Amazon, c'est quoi? Oui, Amazon Lambda. Lambda, oui. Si tu utilises que ça, je pense que ça n'a pas forcément de sens d'utiliser Lambda dans d'autres providers. Mais peut-être si tu utilises plusieurs services, par exemple S3, Lambda, autre chose, peut-être qu'en fonction du prix ou bien en fonction de ce que tu veux, tu peux vouloir utiliser des services qui viennent de providers différents. Pour moi, ça a plus de sens dans ce cas-là que dans le cas où tu dis, OK, moi, je fais du lambda, mais je veux le lambda de AWS et de l'autre et de, je vois. Non, Ça, si. Donc, je pense que le choix, il peut être motivé par plusieurs raisons, hein. Il peut être motivé par, comme tu l'as dit, hein, la facturation. Parce que, genre, quand tu fais ton benchmark, tu peux voir, par exemple, euh, par exemple, les machines virtuelles sur AWS coûtent plus cher que sur Azure. Tu dis que, bon, vu que moi, j'utilise des centaines ou des milliers de machines virtuelles, là, je vais me faire des centaines d'euros d'économie en allant sur ce cloud provider-là, ainsi de suite. Ça peut être motivé par plusieurs raisons, dont la facturation, comme tu le dis. Aussi, la proximité avec tes clients, parce qu'il y a la partie region. On en a parlé tout à l'heure. Donc, en général, on héberge nos services sur les régions qui sont les plus proches de nous pour diminuer la latence. Donc, parfois, il y a des applications sur lesquelles, ou en tout cas des clients qui veulent, genre, qui ne veulent pas de latence. Donc, il faut faire en sorte que tes services soient très proches de tes clients. Donc, par exemple, si tu es en Afrique, supposons qu'Azure, ils ont une région, par exemple, qui se trouve au Maroc. Donc, forcément, pour diminuer ta latence, tu vas dire que, bon, je vais partir sur Azure, ainsi de suite. Donc, pour moi, le choix, il est motivé par plusieurs raisons. Après, il faut juste faire un choix. Mais comme je te l'ai dit, pas résumé, hein, ou comme tu l'as dit aussi, genre, c'est possible de faire du multi-cloud. Et il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Mais après, c'est très rare de maîtriser tous les cloud providers, quoi, parce qu'après, c'est un et gros casse. ça me fait penser à un autre truc. Excuse-moi, hein, je pense à des trucs quand tu parles. Euh, Aujourd'hui, donc, moi, d'après ce que tu dis, si j'ai une infrastructure et j'ai des clients qui vont utiliser tout ça, là, donc finalement, il ne faut pas que ces clients-là, ils dépendent des SDK de ces providers-là. Par exemple, tu vas pas avoir, pour utiliser du S3, tu vas pas forcément utiliser
le SDK, bon, tu vas l'utiliser d'une certaine manière, mais je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu vas faire de telle sorte que tu ne vas pas forcément dépendre directement du SDK de S3, par exemple. Parce que tu sais que demain, tu peux passer par un autre ou bien le backend peut te dire, OK, on n'utilise plus S3, on fait autre chose parce qu'on est je sais pas comment tu l'appelais, Ouais, je vois ton comme ça. Ouais, Bon, effectivement, ça, je pense que j'ai c'est... réfléchi à haute voix, hein, mais je ne sais pas si tu Non, non, comprends ce que tu as parfaitement raison. Et je pense que ouais, je pense que c'est un problème aussi. C'est-à-dire que parfois, on est dépendant de services de cloud provider. On a des architectures microservices, comme tu le dis. Et par exemple, on a une grosse partie du traitement qui est faite par un service spécifique chez un cloud provider. Et oui, je pense que ça peut être un problème le jour où on voudra changer ou en tout cas, on ne voudra plus travailler chez ce cloud provider-là. Oui, je pense que ça, c'est un frein. Tu as parfaitement raison sur ce coup. Ouais, c'est comme par exemple le cas Kafka, là. Genre, on a Kinesis qui est sur S3. Donc, Kinesis, c'est un service AWS. Tu le retrouveras nulle part ailleurs. Donc, quelqu'un d'autre peut venir te dire comme, bon, moi, je vais faire du Kafka parce que je suis sûr que, bon, le Kafka, je pourrais le faire sur AWS, je pourrais le faire sur GCP, je pourrais le faire on-premises. Donc, je préfère aller sur ça, quoi. Maintenant, après, derrière, il y a une balance parce qu'il ne faut pas oublier que derrière l'utilisation des services cloud, on profite derrière de toute la partie managed. Donc, c'est eux qui gèrent beaucoup de choses. Nous, on se concentre uniquement sur ce qu'on veut faire. Et derrière toute la partie voilà, gestion, management et autres, c'est le cloud provider qui s'en charge. Donc, derrière, il faut faire un choix. Il faut faire un choix, c'est dire que oui, je vais partir sur de l'open source, je vais partir sur du service managé. Bah, il y a un choix à faire, quoi. Mais comme tu le dis, voilà, il y a un choix. Il faut faire un bon choix pour ne pas être, voilà, comme tu le dis, totalement dépendant d'un service, effectivement. Aussi, le prix là, mais Nyom, est-ce que quand ils disent une requête, c'est une requête? Parce que des fois, les gars là, ils te disent 1 million de requêtes alors qu'une requête est égale à 100 000 requêtes. Non, des fois, c'est compliqué, là. Non, c'est vrai, mais tu peux tester, hein. Tu peux tester. Une requête, c'est une requête, mec. Une requête, c'est une requête. Après, c'est très subtil. Après, derrière, au niveau. Et après, comment dire, la grosse difficulté, je pense, dans l'utilisation de ces services, ou en tout cas des architectures microservices, et comme vous le savez, après, ça devient très, très compliqué de faire du logging parce qu'il y a tellement de messages qui sont échangés entre services. Donc, comme tu le dis, hein, tu peux avoir un service qui appelle ta fonction lambda, mais au fait, il ne fait pas une seule requête. Pour pouvoir répondre à ce que tu lui as demandé, il est obligé de faire plusieurs petites requêtes en dessous, quoi, que toi, tu ne verras pas forcément. Ce qui fait que tu as l'impression que le gars, il t'arnaque, comme ce qu'on dit ici avec Sonatel. Mais au fond, il ne t'arnaque pas, quoi. C'est simplement que voilà, c'est ce que tu lui as demandé de faire qu'il fait, mais qu'il y a des choses que tu ne vois pas, quoi. Ok, je comprends. Oui, je me rappelle, excusez-moi d'intervenir. En fait, je me rappelle que je travaille sur une application qui faisait appel à du cloud function. Donc, le front était en React, mais avec le développeur qu'il avait fait, il avait, enfin, on avait un petit souci sur son code. Il faisait que, en fait, sur une des pages, il bouclait pour appeler, en fait, à chaque fois la même fonction. Donc, ça faisait que en espace d'une minute, il pouvait faire 100 ou 200 appels à la même fonction. Donc, Fonction, ouais. après un mois, on s'est rendu compte qu'il y avait un souci parce que euh, vu la facture, on a vu qu'il y avait des soucis. Donc, quand on a regardé, on a vu qu'il y avait un souci sur le code. Donc, parfois aussi, il faudra aussi, en fait, avoir beaucoup plus de vigilance sur le code qu'on fait et les appels. Donc, je pense qu'ils sont assez malins de faire 0,000 quelque chose de dollars. Mais si, ils savent qu'il y a des gens qui ne font pas exprès, qui ne font pas attention en fait à ces requêtes qu'ils font. Par rapport à ça, tu as parlé de tester. J'ai même vu un bouton tester là au niveau de l'interface. Mais aujourd'hui, en termes de testing, comment ça se passe? Parce que ton code,
ta lambda, tu l'as codée à part, mais je pense bon, elle interagit avec des ressources et tout. Comment ça se passe en général quand tu as une application full serverless? Comment ça se passe un peu tout ce qui est Ok, testing, test d'intégration, etc. intéressant comme question. En fait, le test qui est fait ici, c'est juste pour tester la sortie de la fonction, en fait. Donc, ce que la fonction te renvoie donc, comme résultat. Donc là, j'ai fait la requête. Donc, on voit que genre, quand je fais la requête, elle me renvoie ça. Donc, c'est juste, le test, il est juste fait pour la fonction. Donc, de façon très simple. Je pense que là, vous voyez mon Ok. écran. Après, Oui. il te donne un peu quelques infos sur comment dire, la mémoire qui est utilisée pour ta fonction, le temps que ça a pris donc, pour être exécuté. Donc là, ça a pris 1,17 millisecondes. Donc, vu que genre, la facturation se fait par millisecondes, donc là, on va me facturer 2 millisecondes, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose déjà, par exemple, pour le cas de tout à l'heure, qui permettrait, par exemple, au développeur, quand il a fini sa fonction, de voir effectivement combien de temps ça prend pour être exécuté, quelle est la mémoire utilisée. Est-ce qu'effectivement, c'est une seule requête? Allô, est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que ma connexion... Oui. Si, on t'entend. Voilà. Voilà, combien de temps ça prend, combien je suis facturé, quoi. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qui permettrait d'éliminer ce problème que Tonux vient de souligner. Après toi, ce que tu dis, c'est qu'on a une grosse architecture microservice, comme ici. Je vais venir là. On a une grosse architecture microservice comme ça. Donc, on a des petits services qui communiquent entre eux. Donc, comment tester l'orchestration de tout ça? Donc, Amazon a des services qui permettent de faire ça. Il y a un service qui s'appelle Step Functions. Si je me rappelle bien, c'est ce service-là qui permet d'orchestrer donc, des architectures microservices. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est celui-là, Step Functions. Voilà. Donc, lui, il permet de faire de la coordination des applications distribuées, donc des applications microservices. Donc, il est là. Donc, avec lui, genre, tu vois là, par exemple, la démo qu'ils sont en train de montrer. Tu peux derrière monter ton architecture, comme ce que j'ai montré tout à l'heure, avec les différents services, les configurer chacun et derrière, avec un petit bouton pour lancer, tu fais un start et derrière, il orchestre tout le test. Et derrière, ça te permet de valider effectivement que ton architecture fonctionne, quoi. On dirait qu'il m'a quitté là. S'il était là. Ah oui, je suis là, j'étais en train d'écrire en fait. Ok, J'étais en super. train d'écrire que AWS, il manque juste le service pour devenir riche. Et le SDK dispose c'est qu'en assembleur. Il n'y a pas Java, Python ou Go, des trucs là. Assembleur. Rek. Yes. Mais yeah, pour ceux qui veulent tester, en tout cas, ceux qui ont des grosses architectures microservices, Step Functions, lui, c'est lui qui permet voilà, de tester l'orchestration de tout ça, quoi. Et ça peut être un truc qui est très bien pour faire des démos aux clients, pour lui montrer, ou en tout cas à votre board, pour leur montrer voilà, comment tout va fonctionner, quoi. Donc, yes, c'est ça.